Là, je découvre un monde où en fait, il me parle de perte d'estime de soi et perte de revenus. Quelque part, que ton offre, elle existe, c'est presque terrible. Mon pari, c'est de dire que on est capable d'allier la dimension sociale avec la gourmandise, le traiteur. Hein, c'est 2% justement de solo-entrepreneurs femmes ont réussi à lever des fonds. On vous donne un jeu de cartes, après c'est à vous de les distribuer. Hello Cécilia. Salut Thomas, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, en pleine forme. Écoute, merci, on est trop content de te recevoir à table. Moi aussi, je suis contente. Là, on est au vin en bouche dans le 6e arrondissement. Ils nous ont proposé un. Alors, la vérité, c'est qu'on a commencé un peu à boire le vin qui est exceptionnel. Exceptionnel. Et donc, il y a cette petite planche, saucisson, pâté en croûte. Très content d'avoir du pâté en croûte. Ah oui. Et fromage. On va prendre le temps de déguster tout ça. Mais déjà, à la tienne. Santé, merci pour l'accueil. Bah, avec plaisir. Tu peux nous raconter un peu, du coup, nous présenter un peu Oma Opa? Avec grand plaisir. Donc moi je suis partie de chez Too Good To Go en mars 2023 pour monter Oma Opa, les retraiteurs. Et en gros, on est un traiteur engagé dans le passage à la retraite et on propose à une brigade de passionnés de cuisine, qu'on appelle donc les retraiteurs, de cuisiner pour les entreprises leurs recettes stars, signature, soit sous forme de buffet, soit sous forme de plateau repas. Ok. Donc aujourd'hui on loue des cuisines dans le 19e arrondissement, place des Fêtes. Et en fait, notre taf, c'est de renforcer en fait, le rôle social justement des retraiteurs à travers la cuisine et de montrer que finalement, la cuisine, ça a un rôle hyper fédérateur Mhm. et qu'en plus de ça, on peut le vendre aux entreprises. Et en plus, les entreprises, on a aussi tout ce truc on se régale, Mhm. voilà, c'est le souvenir de chez papy et mamie. On est vraiment sur de la cuisine conviviale, gourmande, enfin voilà. Puis t'as une histoire, du coup, Ouais, c'est cool de savoir que tu manges le plat fait par la personne exactement. qui, en plus, c'est le plat qu'elle connaît. Ouais, il y a vraiment cet ADN de recette signature. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est que les retraiteurs qui cuisinent, eux, se font un complément de retraite aussi en travaillant dans nos cuisines. Et là, aujourd'hui, ma brigade, c'est 60% de ma brigade à CAP Cuisine. Ah ouais, Ouais. c'est important pour tes clients finaux? Bah, j'ai l'impression, au fur et à mesure, là, il y en a quand même plusieurs où ils se disent le concept est trop cool. Ah, et en plus, ils ont le CAP Cuisine, donc on va vraiment se régaler, trop cool. Ah, Il y ça a légitimise ça, à fond ouais. le sujet. Je veux être retraiteur, comment ça fonctionne? En gros, aujourd'hui, ils peuvent me contacter directement sur mon site, omaopa.fr. Ça commence souvent par un échange entre lui et moi. Et en fait, on parle tout simplement de la passion de la cuisine. Et après, Ok. ils viennent dans la cuisine. Et on voit tout de suite, au final, les personnes qui sont passionnées. En plus de ça, si la personne a déjà son CAP cuisine, et si en plus il me vend comme quoi les lasagnes, c'est les meilleurs depuis des générations, et que en gros, tous les dimanches, ils puissent cuisiner ça, Ouais. incroyable. Mais toi, comment tu fais pour insérer la lasagne dans ton menu que tu as déjà dealé avec Ouais. les clients et tout? En gros, moi, mon boulot, et je l'ai remarqué, c'est que je suis traiteur, mais je suis avant tout aussi logisticienne. Bah, En ouais. gros, c'est de la gestion de projet. Donc, en gros, je gère mes appros, je gère ma production, aussi tout ce qui est ma prospection, etc. Et en fait, c'est toute une histoire de flexibilité. Aujourd'hui, si par exemple, j'ai un rendez-vous client, je suis avec un prospect, je vais lui expliquer ce qu'on est capable de faire en catalogue de recettes. Mais après, moi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes retraiteurs où je leur dis voilà, c'est parti. Là, j'ai tel client qui veut tel projet ou tel buffet. Qu'est-ce que vous proposez? Et c'est à ce moment-là que moi, après, je revalide avec mon prospect ou Ok. avec mon client. C'est clairement mes retraiteurs qui sont à l'origine et au cœur justement Ok. du menu. On a une grosse saison qui se prépare là à partir de septembre, où là, on va vraiment enchaîner 2 à 3 productions par semaine. Ok. Donc, moi, Une j'ai production, c'est quoi? C'est toute la journée? 4 heures en moyenne. Ok. Ouais, donc C'est- une demi-journée. Après, ça va dépendre aussi du volume. Tu vois, aujourd'hui, on a livré des plateaux repas. Le minimum qu'on demande, c'est 20 plateaux repas pour avoir une Ouais. livraison. Et là, on est sur un projet, fin juin, pour livrer toute une journée 400 personnes. Donc, tu vois, on est vraiment sur. Ok. Et en fait, selon le besoin, on va adapter du coup, après, derrière la main-d'œuvre. Mais moi, j'ai besoin quand même d'avoir des personnes où je me dis que ils sont dispo, il y a de l'engagement, ils vont libérer du temps en tout cas pour Oma Opa. Au mieux, il faut moi j'ai 15 retraiteurs dans ma brigade pour que Que globalement ça tourne. ouais, que ça tourne. Mon pari, c'est de dire que
on est capable d'allier la dimension sociale avec la gourmandise, le traiteur. Moi aujourd'hui je prône un peu l'excellence un peu imparfaite, qui est que on va manger, bah ouais, tu vois, on va manger chez Papy et Mamie, et rappelle-toi quand on va bouffer chez Papy et Mamie, on ressort, c'était pas parfait, c'était pas très beau, par contre on s'est régalé. Est-ce que c'est un gros asset financier de travailler avec des grands-parents Ouais, alors ça aussi c'est une très bonne question. J'ai fait en sorte à ce que mon projet soit rentable dès la première vente, et j'ai de la chance, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas énormément de charges fixes. Les cuisines je les loue au moment où j'ai besoin justement, donc je loue à l'heure. Les parents, les grands-parents, les retraiteurs pardon, je les rémunère du coup 20 € de l'heure. Donc ça sur ça hyper transparent justement des prix auxquels on rémunère les retraiteurs. Et aujourd'hui j'ai un travail de sourcing, d'achat pour justement améliorer mes marges sur le sujet. Mais j'ai le monde du traiteur, on a cette place, on a la chance de pouvoir faire de la marge. Et moi, j'essaie de tirer au max sur le côté plutôt sourcing. Et voilà. T'assures la livraison ? Non, j'externalise la livraison pour le moment. Je suis passée avec un partenaire qui s'appelle Le Castor, qui est en gros le livreur engagé, pareil. Et leur promesse, c'est justement que 95% de leur flotte en vélo cargo est salariée. Ça, c'est un modèle que je vois de plus en plus. Je t'en parlais en off, on interviewait Juliette de La Tournée, qui eux font des courses consignées. Ouais, ça c'est un vrai sujet. Top. Et justement, eux, ils ont salarié tout le monde. Parce que y a un côté d'inclusion. Mais même en termes de coûts, en fait, dans cette chasse au coût, c'était beaucoup plus intéressant. Ah ouais ? Ouais, parce que du coup, déjà, les gens sont plus engagés. Je crois que c'est pareil, le modèle de La Belle Vie, qui est du coup un peu la référence de livraison sur Paris. Ils ont vraiment ce truc de leurs salariés. En fait, c'est leur premier asset à tout. Et en fait, ils sont bichonnés, ou en tout cas, tu vois... Et du coup, ça te crée une vraie culture d'entreprise, et derrière, ça te permet d'avoir des gens qui, au final, le fait qu'ils soient salariés, ils sont plus engagés, parce qu'en fait, tu bosses avec eux toute la journée, ça marche pas mal. Bah, bien sûr. Et puis, plus tu engageras justement les personnes qui vont travailler avec toi, plus justement ils te rendront fois 10 de ce que tu leur as donné. Moi, je m'en rends compte aussi avec mes retraiteurs. Ma mission, ça a été de comprendre quelles étaient les meilleures conditions pour eux, pour me dire qu'ils vont rester dans ma brigade, qu'ils vont continuer à bosser avec moi, et que je vais les fidéliser, et que eux ils vont surtout kiffer à être là, quoi. Et en fait tout simplement c'est de bien écouter leurs besoins, c'est qu'ils se sentent aussi valorisés au niveau de leur savoir-faire. Donc ça leur fait toujours plaisir quand il y a une petite photo justement tu vois, sur les réseaux, que je parle d'eux, que je les nomme, que je les... Vraiment que j'utilise des prénoms, enfin tu vois... tu crées du lien, quoi. Ouais, tout simplement. Et de toute façon, je pense que je suis contente que là, le consommateur ou les entreprises comprennent de plus en plus qu'au final, plus on humanise un petit peu une boîte, mieux c'est. Et, enfin, voilà, et les gens, les entreprises, on se rend compte, quitte à mettre du pognon dans une prestation, ils préfèrent finalement mettre du pognon dans justement des boîtes qui ont un impact, que ce soit environnemental ou sociétal, ou les deux. Mireille, moi, je pense tout de suite à son gratin dauphinois. Enfin, tu vois, moi, je connais un petit peu, du coup, leur spécialité. T'as Gérard, il est arménien. Et donc du coup, il va me tuer, mais j'arrive jamais à prononcer. C'est l'Ermedjoun, je crois que ça se dit comme ça, l'Ermedjoun. En gros, c'est des pains avec de la viande hachée que tu roules, qui sont incroyables, que tu peux rajouter des toppings dessus, un petit peu de salade ou quoi. Toi, tu as tout de suite commencé sur Oma, et en un mois, tu as trouvé l'idée, quoi. C'est quand même... je suis un peu jaloux, quoi. Non, mais c'est génial, c'est rare de... commencer aussi vite. J'ai eu toute cette phase d'idéation, en vrai. Quand t'étais encore... Non, justement, en fait, j'avais une idée. En fait, l'idée, c'était que je voulais remettre un peu au goût du jour le savoir-faire des retraités. Moi, j'ai un père qui repousse à fond le moment de la retraite, où je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout ? Ça va être génial, normalement, la retraite, justement. Et en fait, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas partir en retraite ? Et là, je découvre un monde où, en fait... il me parle de perte d'estime de soi et de perte de revenus. Il me parle justement de cette peur du vide, on te demande de bosser quand même pendant des années, et du jour au lendemain, va te reposer, en fait. Et puis c'est aussi, c'est con à dire,
c'est un peu le dernier chapitre de ta vie, tu vois. Et donc il y a un peu ce stress, etc. Et je me rends compte qu'en fait, il a besoin d'un certain passage. Et je me suis dit, ok, là, il faut faire quelque chose. Moi, je suis une passionnée de la bouffe. Ils ont un savoir-faire. On peut faire quelque chose. Et là, je suis rentrée un peu en phase d'idéation où j'ai gratté à fond le projet. Et j'ai commencé à prototyper en septembre. Ok. Voilà. Et là, je suis en commercialisation depuis février. Et aujourd'hui, tu as plus en plus... Enfin, les chiffres en parlent, tout simplement. Là, tu as aujourd'hui... plus de 8%, j'ai vu là, les derniers chiffres là, de l'Ipsos, que en gros, des retraiteurs, je les mets partout les retraiteurs, les retraités ouvrent un statut auto-entrepreneur. Combien t'as dit, pardon ? 8%. Ok. Aujourd'hui, on est sur une population quand même globalement de 15 millions, à peu près 16 millions bientôt de retraités en France. Il y a un vrai sujet aussi sur le vieillissement de la population en France. En 2050, tu as une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans en France. C'est énorme. Donc, il y a un vrai sujet aussi sur ça, c'est comment les accompagner. Après, bon, bah, là, pour pas faire trop de politique, mais tu vois, genre, aujourd'hui, avec la réforme des retraites, c'est pour ça aussi qu'ils décalent, parce qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas suffisamment d'actifs qui vont justement payer la retraite. Enfin bref, il y a tout un sujet. Le fait qu'on ait besoin de ce genre de service, c'est presque un aveu d'échec, en fait, du système des retraites. Tu vois, je schématise à fond, mais... Ouais, après, franchement, moi, j'en parle aussi avec... là, aujourd'hui, moi, j'ai un âge où les parents, justement, de mes amis ou mes parents sont en âge à la retraite. Donc, t'en as plein qui vont... justement adhérer, ils vont dire « Ah mais c'est super parce que moi je me fais chier à la retraite. » Et t'en as d'autres, au contraire, qui disent « Ah non, non, mais moi je suis très content, moi j'ai développé une passion pour le vélo. » En fait, t'as deux écoles, en vrai, globalement. T'as très peu de nuances, en vrai, je trouve, sur le sujet. C'est quoi le bilan après 6 mois d'entrepreneuriat ? Alors, bilan humain. Donc j'ai monté ma boîte toute seule. C'était la mission numéro 1, me dire ok, d'habitude tu sais, alors que je suis quand même une personne à toujours aimer le collectif. Enfin, j'étais dans la direction commerciale, j'avais des équipes à gérer. Comme je te disais en off tout à l'heure, passionnée de handball. J'ai fait du hand pendant quasiment 15 ans. Et en fait, le groupe, c'est quelque chose qui m'entraîne, qui me guide, etc. Mais donc là, j'avais mon projet. Je n'avais pas réussi à embarquer quelqu'un pour mon projet. Donc il a fallu que je m'entoure, en fait. C'était vraiment ma mission. C'était, ok, je lance ma boîte toute seule, mais par contre, il faut vraiment que je m'entoure, que j'arrive à trouver la meilleure team qui va faire que je vais me lancer. Donc je me suis inscrite justement au parcours entrepreneur là, de Ticket for Change, qui est spécialisé justement dans l'impact, dans l'économie solidaire et sociale. Et aussi, je me suis entourée d'autres incubateurs type Make Sense et aussi La Ruche, donc qui sont un peu les 3 gros acteurs. Donc déjà, bilan, je suis hyper contente de me dire que j'ai été accompagnée, même si opérationnellement, si moi je travaillais pas sur mon projet, le projet n'avançait pas, parce qu'en fait il fallait que je fédère et que j'emmène des gens avec moi. Donc ça, bilan de ouf. Et aussi, je pense, je me rends compte aussi que là, je commence un petit peu à me satisfaire aussi de tout le travail que j'ai fait. Parce qu'on a un petit peu ce syndrome de l'imposteur où on entend des vertes et des pas mûres, ce syndrome-là. Mais en vrai, c'est vrai. Je suis une jeune femme de 32 ans qui a décidé de monter une entreprise toute seule. La remise en question, le fait de se dire est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je vais vraiment réussir ? Bah ouais, ça existe et tu y penses quand même globalement tous les jours. Donc, tu parles du fait que tu es une jeune femme. Nous, dans le podcast, on essaye d'aller vers la parité. Tu vois. Est-ce que tu as souffert du manque de représentativité des femmes entrepreneuses ? Alors, pas encore. Mais là, je vais aller demander des fonds. Je vais aller lever des fonds. Et quand même, globalement, le chiffre, il fait peur. C'est 2% justement de solo-entrepreneurs femmes ont réussi à lever des fonds. Donc, je ferai en sorte d'être dans les 2%. Parce que, avec le culot. Mais ça fait peur quand même. Et là, je pense que malgré tout, je vais certainement me prendre quelques portes, mais c'est pas grave. Je vais avancer, mais là, non, ça va, j'ai de la chance. Le fait de s'épanouir quand même dans l'écosystème de l'entrepreneuriat à impact, je pense qu'il y a une certaine ouverture quand même d'esprit un peu plus importante. J'ai assisté à justement à une conférence de Madines, qui était justement invitée à La Ruche, chez les Audacieuses. Donc en gros, les Audacieuses, c'est un programme dont je fais partie à La Ruche. Et en fait, ils ont invité ces gens-là.
Et ils ont sorti des chiffres. Alors là, je veux pas trop du coup m'embarquer dans des chiffres trop. En plus, on a bu un verre de vin déjà. On a bu un peu de vin, bon, mais en gros, ils montraient qu'il y avait quand même globalement moins d'hommes sur les projets impact, sur les projets dans l'économie solidaire et sociale. Et une des raisons, c'était justement le fait qu'il y ait moins de rentabilité sur ce genre de projet. Ok. Tu parlais de fait de bien s'entourer. Ouais. C'est bien la ruche. Ouais, la ruche, Ticket for Change, les incubateurs. Après, je pense que c'est pareil. Hein, c'est ce que je disais toujours à mes équipes, c'est qu'on vous donne un jeu de cartes. Après, c'est à vous de les distribuer. Enfin, là, c'est exactement la même chose. C'est qu'on me donne à disposition, justement, un super cadre, des experts sur certains sujets. Après, bah, tu prends ou tu prends pas ce que tu as envie. Et je pense que voilà, c'est partout pareil, quoi. On te laisse la possibilité de faire quelque chose. À toi d'en être... Ouais. Toi, c'est un truc que tu as ressenti comme un truc... avant d'arriver sur ces incubateurs, comme un truc qui te manquait ou un truc compliqué de bien s'entourer? Très très bonne question. En gros, il fallait que je m'entoure professionnellement parce que je trouvais que personnellement, au départ, j'avais justement mon entourage proche, que ce soit familial, amical ou autre, qui m'a donné un peu toute cette force-là en me disant c'est bon, tu vas te lancer, ça va être bien, on est là pour toi, etc. Et d'un point de vue professionnel, en fait, moi, j'étais pas experte sur plein de sujets. En plus, quand tu montes ta boîte, on te demande d'être expert finalement sur la com, le marketing, la compta, enfin sur tout, quoi. Et donc là, tu as à disposition justement derrière, si tu te mets dans les incubateurs ou si tu vas un peu chercher sur LinkedIn ou autre, des personnes qui viendront toujours t'aider. Là, 1 an après, bilan, je me rends compte que en fait, d'un point de vue perso, j'ai de la chance, je suis quand même globalement bien entourée niveau familial, même amical ou autre, mais mes potes sont la plupart salariés et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc du coup, ils ont tendance un petit peu à dédramatiser un petit peu certaines situations ou à pas se rendre compte que en fait désolé, on peut pas partir en week-end parce que déjà moi je gagne pas de thunes, enfin je suis au chômage, tu vois, donc globalement. Et en plus, c'est un âge où t'as 32 ans, c'est ça, donc tes potes ils ont pour le même âge, donc ils sont à un pic, enfin pas un pic, mais à un moment de leur carrière où ils commencent à bien gagner. Moi j'ai un peu ça, et donc en fait le décalage est énorme, quoi. Ah de ouf. Et puis tu le dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils comprennent qu'il y a un côté financier, il y a un côté aussi énergie. Je pense qu'en fait, tu prends d'un point de vue heure, je fais 8 heures chez Too Good To Go, même si je bossais beaucoup là-bas ou dans la viande, et 8 heures pour ma boîte, rien à voir en termes d'énergie, vraiment en termes de concentration, en termes d'absorption de stress ou autre. T'es claqué en fait. Moi, genre physiquement aussi, c'est compliqué de suivre au niveau de mes potes, quoi. Après ces 12 mois d'activité, t'as quand même fait un parcours de fou. Moi, au bout je suis presque à 12 mois, j'ai pas encore validé autant de choses que t'as validé. T'es dans 4 incubateurs, t'as fait je sais pas combien de trucs, trop bien. C'est quoi du coup un peu les next steps et les ambitions de Maopa là pour les prochains mois? Ouais, alors là je sens que je suis arrivée à un moment un petit peu de ma boîte où j'ai besoin d'être un peu accompagnée sur certains sujets, notamment la commercialisation, la communication. Donc là je touche du bois pour avoir une réponse de l'incubation de Make Sense qui permet justement à des boîtes qui sont un peu en phase d'accélération comme moi, où tu as généré du chiffre d'affaires mais tu es en structuration, etc. Et là ma liste un petit peu de vœux, c'est d'aller chercher des fonds pour pouvoir recruter, me structurer et aussi commercialiser et mettre les moyens nécessaires pour me faire connaître du grand public, quoi. Ok, donc ça serait quoi? Ça serait un seed pré-seed ou CERIA pour le lever des fonds Plutôt pré-seed. Ok. Ouais. Donc idéalement, pareil, après faut que je regarde de plus près, mais on est plutôt sur du BA, je préférerais. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Business Angel. Ouais. Et souvent, Business Angel, en plus sur une somme, en fait, aujourd'hui, moi, je ne mise pas justement d'aller chercher des millions, parce que mon business n'a pas besoin d'aller chercher des millions. Plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est tout. Mais en gros, ça me permettrait justement avec cette proximité aussi, parce que le BA que je cherche, je suis en train de faire ma petite pub en même temps, mais en gros, c'est la BA, le BA, ou peut-être la BA, une femme. Je cherche en fait, en tout cas, une personne qui pourrait aussi m'ouvrir son réseau
parce que c'est génial de donner justement, enfin de participer à un projet en mettant des fonds et de permettre justement cette croissance-là. Mais tu as aussi la possibilité de rencontres, justement, de te mettre à disposition leur réseau pour que en fait, ton projet il puisse accélérer aussi avec ça. Donc moi, c'est hyper important aussi cette notion-là. Le réseau, dans une logique de client, tu veux dire? Ouais, clients, partenaires, plein, parce qu'en fait, là, typiquement, ça c'est pareil, un bilan, je pense que chaque entrepreneur pourra aussi te dire ça, le réseau, ça fonctionne. Je viens pas d'une... tu vois, je suis une petite provinciale qui est arrivée il y a 10 ans, je ne connais pas non plus toute la terre entière sur Paris. C'est moi qui me suis construit mon propre réseau. Globalement, les gens sont quand même assez ouverts sur LinkedIn ou si tu as des potes de potes qui sont dans l'entrepreneuriat et tu leur expliques, ok, j'ai telle problématique, est-ce que tu crois que cette personne-là que j'ai vue dans ton réseau pourrait m'aider? Les gens, globalement, ils sont sympas, ils prennent du temps pour t'aider. Mais une fois de plus, il faut être dans cette démarche-là d'aller demander et en fait tu te construis un réseau et en 1 an d'entrepreneuriat, pareil, bilan, j'ai jamais autant rencontré de personnes de ma vie en 1 an d'entrepreneuriat. C'est trop chouette ça, je trouve. C'est trop bien. Et ça, je trouve que c'est un point ultra positif d'avoir quitté Too Good To Go. Et mon CDI, c'est que je n'aurais pas rencontré toutes ces personnes-là si je ne m'étais pas lancée. Là, il y a aussi un sacré cap qui va arriver, c'est que en novembre, là, dans 6 mois, j'ai plus le chômage. Donc, tu sais, c'est le fameux... Là, c'est le vrai step. C'est un déclic de ouf. C'est de savoir, ok... est-ce que je suis capable en finale de vivre un peu aussi sur mon projet, sur ma boîte, tu vois. Donc ça, c'est un peu la peur de beaucoup d'entrepreneurs. On en parle tous là dans l'écosystème, justement chez Ticket for Change, où on s'est connus, on a une promo, on arrive tous à peu près au même stade là justement de fin de droit, de chômage. Et on se dit, toi, t'en es où C'est quoi le taux de succès, tu penses, de personnes qui arrivent à rester entrepreneur après les 18 mois? Ça, j'en ai aucune idée. Même justement dans ces promos-là. Dans cette promo-là, franchement, par contre, j'ai l'impression quand même que globalement, malheureusement, t'as quand même pas mal de gens qui vont devoir arrêter leur projet. Parce que t'as plein de projets au final qui sont géniaux, mais qui sont pas rémunérateurs, qui ne dégagent pas une certaine rentabilité. Donc c'est le moment où aller chercher des fonds, mais pareil, chercher des fonds, c'est assez long, c'est éprouvant, c'est... c'est important d'en parler quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui finalement vont pas au bout après 18 mois. Peut-être même dans l'impact, tu parlais de l'impact, c'est un mois de rentabilité. Mais du coup, c'est vrai que comme tu es drivé par autre chose que l'argent, et ce qui est hyper important et génial. Mais moi, j'avais eu l'expérience avec... Ça fait 2 fois que je parle de ces petits cotons aujourd'hui. Mais tu vois, nous, on vendait des cotons réutilisables bio, etc. Et en fait, tu fais pas d'argent. Donc, faut que tu fasses un volume de dingue, en fait, dessus, quoi. Mais du coup, j'imagine que sur l'impact particulièrement, tu peux avoir ce problème-là, quoi. Ce qui est ultra cool de la part de Ticket for Change, justement, de cet incubateur-là, c'est que ils arrivent aussi un petit peu à dire, en fait, ils arrivent à dire, c'est le vin. T'inquiète. Ils arrivent à expliquer que, en fait, c'est génial, vous avez un projet dans l'impact, mais en fait, si vous voulez avoir de l'impact, il faut que vous soyez en fait rentable, il faut que vous ayez un impact aussi financier, il faut que vous puissiez vivre de votre activité pour que vous ayez un impact sur la durée, tu vois. Et souvent, ça, il faut quand même le dire très souvent, c'est parce que aussi les personnes qui sont dans l'impact, c'est des personnes qui sont doublement passionnées aussi et engagées, et qui, des fois, ont un petit peu pas forcément cette notion-là d'aller faire de l'argent. Tu sais, des fois, de se dire faire de l'argent, c'est un petit peu, ça diabolise, tu sais, en France, c'est un peu tabou de dire on fait de l'argent, on fait du chiffre d'affaires, etc. Et ça, Ticket for Change, je trouve que c'est ultra bien qu'ils le disent, que c'est ultra important. Si tu fais de l'argent sans impact, en fait, c'est de l'argent. J'allais dire de l'argent sale, mais tu m'as compris. Ouais. Et si tu fais de l'impact sans argent, en fait, t'as pas de longévité, quoi. Complètement. Et puis, t'as plein d'exemples de boîtes qui ont de l'impact et qui génèrent énormément de chiffre d'affaires et qui sont rentables aussi de la marge. Et on parle encore de Too Good To Go, tu vois, tu vois, ça, des exemples, ils ont un impact de dingue, donc c'est bien. Et toi, du coup, les objectifs, donc en gros, c'est pouvoir lever un peu d'argent pour pouvoir continuer à développer la boîte, quoi. Ouais, en vrai, c'est une de mes missions actuelles, c'est soit aller lever des fonds, soit aller chercher des subventions, soit prêt d'honneur, etc. Mais en gros, d'aller chercher du cash pour avoir un besoin de fonds de roulement aussi important, pour faire de pouvoir en fait investir dans un certain stock, de pouvoir être tranquille sur la location de la cuisine
et aussi recruter. Enfin, moi aujourd'hui, vu qu'on parlait de solo entrepreneur, moi j'ai quand même globalement besoin d'avoir quand même une équipe pour pouvoir décharger sur certains pans de ma boîte. Et ouais, c'est qu'avec des fonds que j'arriverai globalement à aller plus vite et plus loin. Si vous êtes business angel et que vous nous écoutez, que vous cherchez un projet impact, voilà, vous nous envoyez un message et puis on fera les connexions. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. On s'est doublement régalé. C'était trop chouette. Tu connais, puisque tu as suivi tous les épisodes de la table, tu sais qu'on a 2 dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as une personne à qui tu nous conseillerais d'aller déjeuner? Est-ce que tu as un restaurant auquel tu nous conseillerais d'aller déjeuner? Alors, la personne, on en a beaucoup parlé, là, c'est Ticket Fortune, c'est Adèle Gallet. Vraiment, elle m'impressionne. Ok, trop bien. Elle est passionnante. Soit Adèle Gallet, soit Joséphine Boucher, c'est les deux cofondatrices de Ticket for Change. Elles sont incroyablement, je trouve, inspirantes quant à leur... elles sont dans leur vivacité, je trouve leur humanité aussi. Enfin, franchement, je trouve ces nanas-là hyper impressionnantes. Puis le projet est cool, quoi. Ticket for Change, d'aider des entrepreneurs à lancer la boîte. Et moi, un resto que j'adore, qui est un petit peu ma Madeleine de Proust à Paris 10, ça s'appelle Sam, chez Sam. Okay. Et rue de l'Ancry, dans le 10e arrondissement, et c'est des guabao. C'est de la fusion, du coup, coréenne. Moi, j'adore. Donc, du coup, je conseille chez Sam. Trop bien, c'est parti, c'est noté, doublement noté. Merci beaucoup pour ton temps, c'était trop cool. Merci.